Bonjour à tous et à toutes. Merci beaucoup de nous avoir rejoints pour ce webinaire dédié à la blockchain dans les marchés financiers, co-organisé par France FinTech et Julie Esterwen. Louis, est-ce que tu peux nous parler un petit peu de France FinTech, s'il te plaît? Ouais, merci Judith, bonjour à toutes et à tous, merci d'être là ce matin. Très rapidement, un petit mot sur France FinTech pour ceux qui ne nous connaissent pas. Nous, on est donc une association à but non lucratif qui a été créée en 2015 par les entrepreneurs FinTech eux-mêmes, hein. Certains sont peut-être présents ce soir. Nous avons trois missions. La première, c'est promouvoir l'excellence du secteur en France et à l'étranger, animer notre écosystème, notamment au travers d'événements dont FinTech Révolution est le plus important étendard. Et puis, on représente nos membres auprès des corporates, auprès des instances du gouvernement, des régulateurs. On a aujourd'hui 340 membres, 340 FinTech qui sont adhérentes à l'association. Et puis, on travaille également avec une soixantaine de partenaires corporate, dont Gillette Sterwen est l'un des plus historiques. Voilà. Et puis un petit mot sur le sujet d'aujourd'hui. France FinTech est évidemment concernée et impliquée sur tous ces sujets et travaille main dans la main sur ces problématiques, que ce soit avec les associations de verticales, je pense à la DAN, ou directement avec les cabinets ministériels. Voilà, bon webinaire à tous et à toutes. Merci beaucoup, Louis. Je passe désormais la main à Fela Benicous, qui nous parle de Julie Esterwen. Oui, bonjour à tous. Alors, je me présente, moi je suis Fela Benicous, je suis partenaire justement chez Juliette Sterwen dans la communauté marché financier. Je vais présenter donc Juliette Sterwen, notre cabinet en quelques mots. Nous sommes un cabinet de conseil en stratégie, en transformation, en innovation. En quelques chiffres, nous sommes 550 collaborateurs aujourd'hui, 85 millions d'euros de chiffre d'affaires et puis surtout plus 30% de croissance en une année. Notre savoir-faire et expertise reposent sur 4 piliers très importants pour nous qui allient le people transformation, le business transformation, l'agilité et la digital transformation. Ce qui fait de nous donne un positionnement unique sur le marché aujourd'hui. Voilà en quelques mots notre cabinet, la présentation de notre cabinet. Et bon webinaire à tous. Merci beaucoup, Fela. Alors, avant de pouvoir commencer les échanges, quelques informations pratico-pratiques. Donc, les micros sont coupés pour vous tous qui êtes connectés. Seuls nos intervenants peuvent avoir la webcam, sauf Stéphane qui a un petit souci de son côté. Les micros donc, qui sont activés chez Pierre, chez Marc et chez Stéphane, qui vont nous faire le plaisir de prendre la parole. Si vous avez des questions, vous pouvez les poser dans l'onglet questions. N'hésitez pas à nous interpeller, soit sur des questions très pratico-pratiques auxquelles je pourrai vous répondre, soit sur des questions qui portent sur les débats et que nous prendrons en fin de séance si le temps nous le permet. Messieurs, c'est à vous. Précisons que Raphaël a eu malheureusement un petit empêchement qui fait que Marc, Pierre et Stéphane prendront eux-mêmes la parole. Merci. Merci Judith. Peut-être qu'on peut commencer par un tour de table et après on commencera directement les échanges sur ce thème. Je vais commencer brièvement. Marc Mégan, je suis le CEO et fondateur de Krypton, qui est un néo-exchange pour startups et PME européennes. En parallèle de ça, j'ai la chance d'être au board de France FinTech, notamment sur ces sujets DLT Capital Market. Je suis également vice-président du comité PSAN de la DAN, l'Association des actifs numériques, dont Louis a touché quelques mots. Et je pilote un groupe de travail à Paris Europlace sur les infrastructures unifiées dans le cadre du DLT Pilote Régime. On en reviendra dans le cadre de ce webinaire. De mon côté, Pierre Ostrowiecki, consultant chez Juliette Sterwen, ce qu'on appellerait communément un blockchain enthousiaste, voilà, passionné de la technologie. Je suis sur des sujets Marfi, donc voilà, le lien entre les deux, et voilà.
Bonjour à toutes et tous, Stéphane Blémus, je suis secrétaire général de Société Générale Forge, qui est la filiale du groupe Société Générale dédiée aux enjeux de tokenisation et d'utilisation financière des technologies registres distribués. Société Générale Forge donc, a été créée depuis maintenant 2020. C'est pas seulement un lab dans le groupe Société Générale, l'objectif est vraiment, pour nous qui sommes agréés, notamment comme entreprise d'investissement, de créer graduellement une offre en premier lieu sur les instruments financiers tokenisés et graduellement sur d'autres types de cryptoactifs. Et donc, comme on le verra dans nos échanges, l'objectif est pour le groupe Société Générale d'inscrire petit à petit une stratégie sur ces nouveaux enjeux. Comme intro, je vais essayer de faire une intro sur de quoi on parle quand on parle de MiCA, DLT Pilot Regime, et après on rentrera précisément dans les sujets. Il y a en France une réglementation qui s'appelle PSAN, qui a été créée dans la loi Pacte, qui a créé un nouveau chapitre dans le Code monétaire et financier qui régit ce qu'on appelle les actifs numériques. Et par une définition, par la négative, est un actif numérique, tout ce qui n'est pas un instrument financier. Donc, quand on parle de security token et de utility token, c'est-à-dire actif numérique, ça va représenter les utility tokens. Mais ce chapitre dans le Code monétaire financier qui a été créé sur la loi Pacte n'a pas du tout précisé plusieurs choses sur les security tokens. Donc, MiCA, qui est le règlement européen qui est en cours de finalisation au Parlement et qui devrait être effectif d'ici 2 ans en France et en Europe, va régir tout ce qui est actif numérique, donc tout ce qui est pas instrument financier. Au sein de MiCA, vous avez donc toutes les cryptos, vous avez aussi ce qu'on appelle les EMT et ART. EMT, c'est Electronic Money Token. ART, c'est Asset Reference Token. Donc, c'est des actifs numériques qui peuvent être utilisés comme actifs de règlement. Je vois que Raphaël nous a rejoint. Et donc, c'est tous ces actifs qui peuvent être utilisés comme actifs de règlement. Ils sont déjà utilisés, il y en a déjà en France aujourd'hui, qui ne rentrent pas encore dans le cadre MiCA, mais vous avez LUG en France qui est un euro tokenisé. Vous avez ensuite la réglementation Security Token. Donc, aujourd'hui, ce qu'on a en France, c'est tout ce qui régit le non-coté. Vous avez l'ordonnance blockchain qui a été décrétée en 2018, qui a permis de digitaliser les registres des sociétés. Je donne un exemple, quand vous êtes un président de société, vous êtes obligé de tenir le registre des actionnaires. Ça se faisait jusqu'à maintenant sur papier. Depuis l'ordonnance 2018, on peut le digitaliser, on peut le tenir en ligne, mais ça doit être fait avec une technologie blockchain. Ça a été la première étape de security token en France. La problématique inhérente à ça, c'est que ça reste dans le monde non coté. Il n'y avait pas possibilité d'avoir un marché secondaire sur ces security tokens. Vous avez ensuite tout ce qui existe sur les expérimentations et aussi les premiers projets de security token obligataires, notamment ce que SG Forge a fait, et je pense que Stéphane pourra en donner plus d'indications dessus. Mais toujours, on reste dans le monde du non-coté. Le DLT Pilot Regime, règlement qui a été voté en avril dernier au Parlement européen et qui va être effectif en mars de cette année en Europe, va permettre d'ouvrir le monde du côté au security token en créant 3 nouveaux statuts. DLT MTF. Donc un MTF, c'est un Multi-Trading Facilities, donc c'est un PSI, c'est notamment ce que a les petits compartiments d'Euronext, notamment Rouse. Et le DLT MTF permet à un MTF d'œuvrer sur la blockchain. Il y a également DLT SS, qui est un CSD, donc là vraiment qu'on possède Euroclear notamment pour tenir le registre des émetteurs cotés. Et cet agrément DLT SS va permettre à des CSD ou à des nouveaux entrants de faire la tenue de registre des émetteurs cotés sur une blockchain. Et le dernier, qui est l'innovation entre guillemets majeure de cette DLT Pilot Regime, c'est ce qu'on appelle le DLT TSS, et qui pour la première fois permet de fusionner le rôle de marché, MTF, et le rôle de CSD. Aujourd'hui, c'est des choses qui sont quand même séparées. Un MTF doit se connecter à un CSD qui est une autre entreprise et doit œuvrer au sein d'une infrastructure de marché avec une multitude d'intermédiaires. Avec ce nouveau statut de DLT TSS, on va avoir des infrastructures de marché unifiées. Grâce à l'utilisation d'un DLT, on va pouvoir jouer les rôles de marché, de CSD, et ce que ça implique, notamment la disparition prévue des chambres de compensation dues à un DVP instantané. Je laisse la main à Pierre si tu veux rajouter
des mots et continuer sur les cas d'usage d'aujourd'hui. Oui, en parlant des cas d'usage d'aujourd'hui, en parlant vraiment de donc, ce qui existe à l'heure actuelle, donc on ne parle pas encore justement de DLT, parce qu'il n'est pas encore arrivé. En parlant donc des security tokens, à l'heure actuelle, on les retrouve dans différents domaines et sous différents formats. On peut les retrouver dans l'immobilier, dans les titres, dans les matières premières, dans l'or. Il faut vraiment comprendre qu'un security token, c'est une manière de digitaliser un titre sur quelque chose de réel. Donc le principal usage de tout ça, qu'on retrouve à l'heure actuelle, ça va être principalement le financement des entreprises. C'est-à-dire qu'une entreprise qui a besoin de lever des fonds, de se constituer son capital, va faire comme elle ferait dans la bourse traditionnelle. Elle va faire une introduction en bourse, sauf que son introduction en bourse va se passer sur la blockchain. Ce sera une security token offering où elle va offrir des parts de son entreprise à l'achat à un moment donné pour lever des fonds. En quoi est-ce que c'est intéressant et pourquoi est-ce que ça a du succès? Parce que il y a une énorme réduction des coûts de par la désintermédiation de la chaîne de traitement. C'est beaucoup plus rapide aussi en termes d'efficience, c'est vraiment plus rapide. Le processus est simplifié, tout ça, donc ça découle de ça. Donc c'est quelque chose qu'on retrouve énormément avec beaucoup d'entreprises qui font des levées de fonds de la sorte. Marc, chez Cryptown, vous faites pas concrètement ça, mais ça y ressemble, mine de rien. Vous faites du financement de PME, donc c'est quelque chose d'assez similaire. Mais à côté, voilà, il y a d'autres usages. On peut tokeniser d'autres choses, comme des obligations, comme SG Forge a pu le faire plusieurs fois. On peut tokeniser des assets pour participer à la distribution. Quelque chose d'assez récent avec BNP PAM qui s'intéresse à la distribution et aux avantages d'avoir des assets tokenisés, des security tokens pour la distribution. Mais aussi, voilà, ça vient à Imica, mais on pourra aussi en reparler, mais potentiellement l'ouverture aussi à l'e-euro, aux monnaies numériques, en tokenisant des euros réels en quelque sorte. Si je peux rajouter un mot dessus, c'est vrai qu'on a eu une vague de digitalisation depuis une dizaine d'années sur le capital market avec le high frequency trading qui a venu révolutionner tout ce qui est front office. On a eu beaucoup de choses dans les asset managers, mais finalement assez peu de choses sur les back et middle office des infrastructures de marché. Et la tokenisation, c'est vraiment cette innovation qui va permettre de digitaliser les process des infra de marché sous-jacentes et qui portent, entre guillemets, tout le trading, tous les échanges de toute typologie d'actifs financiers. Et la tokenisation va permettre d'avoir une vraie digitalisation, une vraie fluidité. On est dans un monde aujourd'hui, en 2023, on a toujours du règlement livraison à J+2 en action européenne. Et ça semble logique peut-être aujourd'hui, on ne se remet pas ça en question, mais par rapport aux autres avancées techno qu'on a dans les autres secteurs, non, je pense que c'est une problématique et la tokenisation va permettre de répondre à ça, d'avoir du instantané. Et l'instantané amène énormément de choses. En fait, c'est compliqué de se rendre compte. Qu'est-ce que ça veut dire de passer de J+2 à T0? C'est-à-dire une disparition de la chaîne de compensation parce qu'il n'y a plus de risque de contrepartie. C'est-à-dire des flux efficaces, beaucoup moins besoin de faire de réconciliement et avoir une infra beaucoup plus saine et pas avoir à tenir des positions jour, des positions à venir. Et ça permet d'avoir des flux qui sont une comptabilité, on va dire, qui est réelle à chaque fois. Et en termes d'infra et d'impact sur les autres intervenants de l'infrastructure de marché, c'est majeur. C'est majeur. On avait effectué un proof of value chez Crypton pour digitaliser l'infrastructure de teneur de compte conservateur d'une grande banque française. Dans le cadre c'était en faux, mais c'était avec des security tokens. On avait estimé que si l'infrastructure de teneur de compte conservateur de cette banque française était 100% connectée à des security tokens versus l'actuel, ça réduirait le coût de cette infrastructure de près de 87%. Donc, ça a vraiment un impact majeur. Et c'est là tout l'intérêt, notamment des security tokens. Est-ce que tu veux dire un mot, Stéphane, sur peut-être la tokenisation que... Je vais vous donner peut-être une vision du point de vue bancaire. Alors peut-être pour aller, j'irai peut-être dans une deuxième partie de nos échanges plus très précisément sur les use cases, mais peut-être déjà un petit peu le background et peut-être expliquer un petit peu quelquefois
le côté très graduel de l'investissement des acteurs bancaires. Alors côté Société Générale Forge ou Société Générale plus généralement, on est parmi les premiers acteurs européens bancaires à avoir investi les sujets, et donc on essaye de drainer un petit peu aussi derrière nous, pour qu'on ne soit pas tout seul, mais qu'il y ait vraiment aussi nos compétiteurs et nos pairs qui investissent le sujet. C'est vrai que pour les banques et plus largement les institutions financières régulées, tout est gestion de risque. Donc d'une part, il y a depuis la crise financière 2007-2008 une appétence pour le risque qui est moindre et un impact de la gestion par les risques et du rôle de la compliance qui fait que les nouveaux sujets, notamment des sujets technologiques tels que les cryptoactifs, sont vus avec peut-être beaucoup plus de réticence que ce qui pouvait être le cas avant les années 2007-2008. Mais c'est vrai que plus fondamentalement aussi, au-delà de cet aspect-là, qui peut être sur des risques anti-blanchiment, risques de réputation ou autres, c'est vrai que plus fondamentalement, l'utilisation de la blockchain et des services sur digital assets, c'est peut-être aussi un vrai défi pour les acteurs régulés, puisque fondamentalement, l'univers crypto est basé sur l'open source et sur finalement un modèle d'évolution collaboratif, quand l'habitude profonde des acteurs régulés est plutôt d'avoir des outils de gestion de données propriétaires et une compétition très forte pour rendre des services aux clients. Et du coup, il y a un changement de paradigme qui est nécessaire, mais qui est complexe à opérer. C'est vrai que du côté de Société Générale Forge, le pari depuis le début a été la co-construction d'un marché, non pas des acteurs existants face aux nouveaux acteurs ou des acteurs existants totalement entre eux, mais d'un écosystème qui se réunissent avec les acteurs traditionnels de finance, les acteurs publics qui créent graduellement le cadre réglementaire et tout un ensemble d'entreprises, régulées ou non, du Web3. Côté Forge, du coup, c'est vrai qu'on essaie de le symboliser même dans notre action en étant à la fois membre d'associations de place, on va dire traditionnelles, comme la MAFI des marchés financiers, et aussi des nouveaux acteurs en étant par exemple membre de l'ADAN, en participant aussi aux travaux de la FBF, Fédération bancaire française et européenne, pour là aussi apporter peut-être une vision un peu différente et faire évoluer petit à petit certaines des positions. Et plus concrètement, c'est vrai que même en termes de nos projets, et après je vais revenir plus sur le côté use case, on essaie aussi en ce moment de pusher un modèle open source qui s'appelle Cast, principalement sur les security tokens, mais aussi d'autres types de cryptoactifs. Et là, pour symboliser très fortement cette problématique du coopétitif, c'est que l'objectif pour nous, c'est vraiment cette création de marché. Donc, en fait, dans ce bridge-là entre le fonctionnement actuel, notamment des capital markets, et peut-être un fonctionnement plus basé sur des technologies blockchain, ce shift-là nécessite une adoption commune. Et qui dit adoption commune dit potentiellement peut-être des pratiques de marché communes, des outils tech en commun ou autres. Et c'est vrai que le fait d'avoir même ces réflexions-là, d'avoir une adoption de modèles de place tels que celui qu'on développe Cast avec d'autres acteurs, et le fait de potentiellement le co-brander avec d'autres gros acteurs régulés, pose beaucoup de questions et on représente un mindset qui n'est pas celui classique des acteurs régulés qui vont créer leur offre un peu de façon contingente ou parallèle à celle de leurs compétiteurs, mais sans vrai lien et sans vraie coopération, entre guillemets. Et donc finalement, ce qui intéresse, ça c'était un peu le disclaimer sur pourquoi est-ce qu'il y a cette adoption graduelle des acteurs régulés. Qu'est-ce qui intéresse côté bancaire? Je pense que d'abord, la banque étant au service de ses clients, il y a un besoin d'adaptation. C'est-à-dire que dans un premier temps, il y a un besoin de répliquer potentiellement les services. Je vous parlais de termes barbares, mais en termes d'origination, de structuration, de placement, de brokerage ou de custody, c'est-à-dire comment on crée un actif, comment on l'encapsule, comment on le place auprès de clients et comment on le protège et on facilite les échanges sur le marché. Là, c'est vrai que ce soit un cryptoactif ou une obligation, une action, il y a des similarités de pratiques. Et donc, c'est vrai que répliquer ces services sur ces nouveaux actifs ou sur ces actifs plus digitaux est vraiment très intéressant. Et ensuite, à côté de cette réplication ou évolution des services existants, il y a aussi tout le besoin d'expérimenter sur des nouveaux sujets, puisque le Web3 n'attendra pas les acteurs régulés et un quelconque acteur économique. Et donc, finalement, il y a un potentiel qui est de plus en plus connu avec le recul que l'on a un petit peu sur les transactions d'un certain nombre de cryptoactifs qui existent depuis un certain nombre d'années sur les marchés. Et donc, avec ce recul-là, je pense que côté bancaire, c'est graduel parce qu'il y a beaucoup de risques multiples, mais il y a un potentiel qui est de plus en plus identifié. Et donc, au-delà de l'appétence sur les actifs traditionnels, sur lesquels il y a une sécurité juridique plus forte, il y a une évolution, à mon avis, très forte qui va arriver en 2023-2024 sur les services adoptés sur les nouveaux types de cryptoactifs.
peut-être donner plus de détails sur ces nouveaux cas d'usage et les opportunités et les nouveaux business models auxquels on peut s'attendre. Là, je vais rentrer plus en détail sur le DLT Pilot Regime, donc ce qui va régir tous les security tokens. Comme je l'ai expliqué, il y a la création de 3 nouveaux statuts. Il y a également dans ce règlement européen des exemptions qu'on va pouvoir demander à MiFID II et des exemptions à CSDR. Ces exemptions sont vraiment importantes puisqu'elles vont amener encore plus d'innovation dans les futures infrastructures de marché. Je vais vous en citer 2-3 qui sont assez impactantes, mais il y en a plus que ça. Aujourd'hui, quand vous êtes marché, quand vous êtes une bourse, quand vous êtes Euronext, vous ne pouvez pas accepter des investisseurs en direct. Vous êtes obligatoirement intermédiaire, vous avez des membres de marché. Il y a une exemption prévue dans le cadre du DLT Pilot Regime qui permet, si vous la demandez, d'accepter des investisseurs en direct. Donc, vous passez d'un marché obligatoirement intermédiaire. Quand vous êtes dans un marché intermédiaire, en fait, vous donnez du pouvoir aux brokers, puisque vous êtes obligé de passer par eux, à un marché où vous avez la main. Vous pouvez continuer de passer avec des courtiers, puisqu'ils amènent de la liquidité, de la distribution, ils ont un intérêt. Mais vous aussi pouvez accepter des investisseurs qui soient investisseurs physiques, légal personne ou asset manager directement en direct sur votre infrastructure de marché. Donc ça, c'est assez impactant. Ça vous oblige notamment à avoir une infra un peu différente, à gérer la 5e directive AML et donc les KYC et plus tard AMLR. Donc, c'est une gestion qu'aujourd'hui ne font pas les exchanges, mais impactante. Vous avez également une exemption à l'article 26 de MIF 2. Donc l'article 26, c'est en tant que MTF, vous devez envoyer un reporting quotidien au superviseur national, l'AMF en France. Et cette exemption indique que si vous donnez accès à votre blockchain au superviseur et qu'il peut retrouver toute la donnée, il n'y a plus besoin de faire de reporting. Donc ça, c'est un des intérêts de la blockchain. La blockchain est une base de données distribuée. Et si le régulateur a accès à cette donnée et a accès finalement à tout et peut regarder tout ce qui s'y passe, eh ben, on est exempté de faire ce reporting. Et donc, on comprend bien l'intérêt en termes d'efficience, à la fois pour le régulateur qui va chercher sa donnée lui-même et qui n'a pas besoin de rentrer en contact, de demander, d'attendre ce reporting avec des formats Excel d'il y a 20 ans, et pour le participant qui, en tant qu'infrastructure de marché, a quelque chose de beaucoup plus fit dans le reporting. Une autre exemption majeure et qui fait couler beaucoup d'encre, c'est l'exemption à l'article 40 de CSDR. Donc aujourd'hui, quand vous êtes une infra de marché, vous réglez livré en monnaie banque centrale. Donc la monnaie banque centrale, c'est via le système Target 2, qui est le système de l'eurosystème, donc qui permet de régler livré en monnaie banque centrale. Et pour des raisons d'innovation, de fluidité, d'aller plus loin, eh ben, il y a une exemption qui dit si vous voulez régler l'IVA autrement, maintenant ça va être rendu possible. Et donc ne plus être obligé de régler l'IVA en monnaie banque centrale et donc ouvrir la monnaie commerciale et la monnaie tokenisée, Electronic Money Token, et également le fait de ne plus passer par Target 2 et donc par réseau Swift, mais pouvoir régler l'IVA dans des systèmes bien différents. Et ça, c'est une exemption majeure et j'estime que la plupart des participants vont demander parce que c'est ce qui amène aussi beaucoup d'efficacité à ces nouvelles infrastructures de marché qui vont pouvoir se faire fi de tout legacy existant qui pourrait les contraindre. Donc ça, c'est les 3 notions majeures. Il en existe d'autres, mais avec des notions un peu plus juridiques pour certaines. Ces 3 exemptions cumulées avec ces nouveaux statuts vont permettre d'avoir des infras bien différentes. L'objectif de tout ça, c'est d'avoir quelque chose de beaucoup plus efficient pour ouvrir de nouveaux cas d'usage. Je vais donner un exemple concret sur le nôtre. Nous, Crypton, on souhaite devenir DLT-TSS, donc infrastructure de marché unifiée. À ce titre, l'objectif, c'est de permettre à des PME françaises et européennes de profiter pleinement du prospectus AMF simplifié. Donc, en dessous de 8 millions d'euros, il y a des étapes facilitées pour faire une IPO, pour aller chercher des fonds propres. Pour des raisons autres que le simple prospectus, en fait, les acteurs n'en profitent pas aujourd'hui pleinement parce qu'il y a quand même une infrastructure qui est lourde, coûteuse, entre les security services qui, pour des raisons qu'on les comprend, les petits émetteurs, ils n'ont pas un business model, on va dire, suffisamment lucratif. Vous avez Euroclear, Euronext et beaucoup d'intermédiaires qui font que
c'est compliqué d'avoir des business models rentables sur des petits émetteurs. C'est pour cette raison qu'il y a très peu d'IPO qui utilisent ce prospectus AMF simplifié et c'est seuil en dessous de 2 millions d'euros. L'idée avec ce nouveau statut de DLT-TSS, c'est d'avoir une infrastructure unifiée des intermédiaires, où vous avez d'un côté les investisseurs, soit de manière intermédiaire, mais en tout cas, ils peuvent venir en direct sur notre infrastructure, et l'émetteur en direct également. Donc, l'émetteur qui aujourd'hui doit passer par un Security Services, doit passer par un marché, doit passer par un CSD, va avoir un seul intermédiaire en direct qui va gérer son registre, sa cotation, ses opérations sur titre, et à l'inverse, les investisseurs vont se connecter à une plateforme. Et tout ça va évidemment apporter une simplification de tous les flux, va apporter un règlement de livraison instantané et donc, comme je t'ai dit, une disparition de la chambre de compensation. Et surtout, va apporter un business model beaucoup plus rentable puisqu'il n'y aura plus besoin d'avoir des coûts fixes importants à impacter sur les émetteurs. Et donc, on pourra avoir des business qui seront rentables même pour les petits flottants. Et ça veut dire quoi? Ça veut dire ouvrir la bourse à des plus petits émetteurs qui n'ont pas de solution pour trouver des fonds propres aujourd'hui, puisque quand vous êtes une PME et que vous avez besoin de 5 millions d'euros en fonds propres, aujourd'hui, il y a très peu de solutions en fait qui vont vous permettre de trouver cet argent. Et vous n'allez pas regarder sur la bourse. Aucun PME ou petite ETI qui a besoin de 5 millions va dire je vais me coter en bourse. C'est pas réaliste, c'est trop complexe, on voit bien à quel niveau. Et l'objectif de tout ça, c'est de dire on va pouvoir ouvrir la bourse à ces émetteurs-là et donc pouvoir rediriger une partie de l'épargne dormante, et on parle beaucoup de l'inflation, pour permettre à une partie des Français et d'Européens de soutenir les PME en capital et permettre à des PME d'avoir des solutions en fonds propres pour porter leur réindustrialisation, pour porter leur transition énergétique. Donc, c'est ça un impact concret de comment les security tokens, la technologie blockchain va apporter des solutions concrètes à des acteurs existants qui ne sont pas des acteurs technologiques. On parle des PME très traditionnelles, mais c'est vraiment cette innovation réglementaire, cette innovation techno qui rend tout ça possible. D'ailleurs, moi j'aimerais réagir à deux, trois trucs que tu as dit. Alors déjà, oui, ce qu'il faut bien, c'est important de le préciser aussi, c'est que toutes ces exemptions, elles n'arrivent pas gratuitement, entre guillemets. Il y a quand même pas mal d'exigences qui sont demandées à ces entités qui veulent pouvoir exploiter un DLT. On demande des informations très claires, voire un white paper, il me semble, sur la technologie qui sera utilisée, une cybersécurité très fiable, une garantie de continuité, parce que c'est une blockchain, donc il faut garantir que même si l'exploitant il lui arrive quoi que ce soit, il y ait une continuité dans la blockchain qui existe, dans les assets qui existent. Après, voilà, tout ce qu'on retrouve généralement, la transparence, le reporting qui est très important parce que ça reste une expérimentation, donc c'est important de recueillir des données, donc de faire du reporting. Mais c'est vrai qu'en fin de compte, tout ça, qu'est-ce que ça permet en termes de point de vue micro, c'est des suppressions énormes de strates de la chaîne de valeur, donc moins de coûts, plus rapide, presque instantané, on peut le dire. De la transparence, de la sécurité. Mais d'un point de vue macro aussi, c'est important de le dire, c'est-à-dire qu'on est vraiment sur une expérimentation qui vise à pérenniser potentiellement ça, à recueillir des données pendant 6 ans et à ensuite voir si on ajoute ça dans la réglementation actuelle pour en faire une réglementation commune. C'est quelque chose qui est mentionné. Ça serait non efficient d'avoir deux réglementations, une pour les marchés traditionnels et une pour les marchés DLT. Donc c'est vraiment, il y a une volonté de comprendre qu'est-ce qui se passe pour en faire une seule réglementation. Les points sur lesquels j'aimerais rebondir, c'est justement, tu as parlé de la monnaie de règlement et de l'exemption de règlement. Du coup, c'est une question que je pose, que j'envoie, mais du coup, quelle serait la monnaie qui sert à régler justement ces transactions à l'heure actuelle, avant l'arrivée de l'euro numérique potentiellement, sur les DLT exploités? Peut-être Stéphane, tu as envie d'y répondre. C'est vrai, merci beaucoup Marc. Et c'est vrai, comme vous l'avez pointé, et notamment Marc, c'est vrai que jusqu'à présent, le cadre français était quand même très intéressant dans la mesure où il permettait d'expérimenter assez fortement sur la tokenisation d'instruments financiers, mais avec comme limite, donc quand on parle de titres financiers, on parle du coup d'actions, d'obligations ou de parts de fonds d'investissement, mais la limite étant que c'était uniquement des titres non cotés et donc qui ne faisait pas l'objet d'une liquidité très très forte et du coup avec deux grosses limitations. D'une part, le fait qu'il ne soit pas coté
minimise la liquidité et du coup, pour beaucoup d'investisseurs, finalement, ça dégrade leur setup d'investissement, notamment pour des gros asset managers ou assureurs ou autres qui ont l'habitude d'un certain nombre de points, dont le fait qu'ils soient listés. Et donc, finalement, il y a un intérêt moindre par rapport à des titres classiques. Et donc, c'est vrai que ce régime pilote permettra déjà de maximiser la liquidité et peut-être d'attirer de nouveaux acteurs, notamment investisseurs, vers la tokenisation d'instruments financiers. Et puis aussi, le fait que ça soit cantonné aux non-cotés faisait qu'en termes de nombre de transactions, de flux, il y avait aussi un intérêt moindre pour beaucoup d'acteurs, y compris les banques centrales, y compris beaucoup d'acteurs de paiement, à dépenser de l'argent et des efforts pour essayer de tokeniser, entre guillemets, l'actif de règlement. Et donc, dans le régime pilote, ce qui est très intéressant, c'est que par rapport aux réglementations européennes actuelles des marchés financiers, des infras de marchés financiers, qui est quelque part cantonné pour des questions de risque systémique à l'utilisation principale de la monnaie banque centrale et à un titre bien moindre de la monnaie banque commerciale. Vu que ce volet régime pilote a vocation à permettre l'expérimentation, bien sûr, il invoque en premier l'actif le plus sûr et le plus sécurisé juridiquement, qui est exorbitant du droit commun, qui est la monnaie banque centrale, et avec la possibilité expresse dans le texte de la faire sous forme tokenisée. Donc peut-être que cette prévision va aussi accélérer les réflexions au sein de l'eurosystème, parce qu'aujourd'hui, on voit que la Banque de France veut aller plus loin, mais qu'il y a aussi une question de compromis au sein de l'eurosystème, où on voit bien que la Banque centrale européenne et le conseil de gouverneurs de la BCE est surtout intéressé par le côté monnaie banque centrale retail, une utilisation par la majorité de la population, beaucoup plus que par une utilisation sur les marchés financiers. Et donc même pour la Banque de France, elle ne peut pas faire des choses dans son coin, c'est-à-dire qu'elle s'inscrit dans l'eurosystème et elle a besoin de l'approval plus large de ses pairs. Et donc c'est vrai que le régime pilote peut-être renforce sa position et va accélérer des réflexions de digitalisation de l'euro pour ces transactions financières. Et à côté de la monnaie banque centrale, c'est vrai qu'il y aura une vraie place pour des expérimentations à la fois de ce qu'on appelle des stablecoins, donc ces cryptoactifs qui ont pour objectif d'avoir une valeur stable dans le temps, donc à savoir quels acteurs vont être intéressés par offrir ces stablecoins dans le cadre d'opérations dites wholesale. Il va y avoir la possibilité aussi d'expérimenter sur la monnaie banque commerciale ou sur ce qu'on appelle l'utilisation de comptes CSD pour faciliter. Donc, il y a 4 options principales qui sont permises par le régime pilote. Et donc, c'est vrai que ça va ouvrir le champ à plus d'expérimentation et du coup, soit mieux desservis les use cases actuellement développés chez Cryptown comme chez Forge. C'est vrai qu'on ne l'a pas précisé et je vous remercie. Peut-être mettre le point sur le DLT Pilot Régime, c'est une expérimentation. C'est une expérimentation unique, hein. C'est la première fois qu'en droit financier européen, on fait ce qu'on appelle un bac à sable, c'est un bac temps. On est en élément, en paramètre intéressant à connaître sur cette expérimentation, c'est qu'il va durer 2 fois 3 ans, donc 6 ans. Et au bout de 6 ans, on va se poser la question, est-ce qu'on continue ou est-ce qu'on arrête? Il y a des seuils maximum dans le cadre du DLT Pilot Régime qui sont de 6 milliards d'euros sur des nouveaux émetteurs, des 8 milliards d'euros de flottants maximum. Donc ça, le but, c'est de contenir notamment les risques systémiques sur cette expérimentation. Et grâce, entre guillemets, à ce régime expérimental et à ces seuils, eh ben, on a pu aller très loin sur l'innovation. Et le fait de pouvoir régler et livrer autrement qu'en monnaie banque centrale, c'est quelque chose d'assez impactant en fait, pour les infrastructures de marché. Et ça a été rendu possible et le Parlement européen l'a accepté parce qu'on est dans un cadre expérimental avec des seuils et donc on va pouvoir tester de manière encadrée. Et l'objectif final, c'est qu'évidemment, au bout de ces 6 ans, on pérennise ce régime et c'est ce qu'on espère et ça sera aux acteurs européens comme nous et GForge de montrer des cas d'usage, de montrer que ces cas d'usage répondent à des problématiques concrètes et de montrer qu'il n'y a pas de risques supplémentaires qui ont été apportés. Au contraire, que le fait d'apporter plus d'efficacité, une désintermédiation, permet d'enlever certains risques. Et ça, moi, j'en suis personnellement convaincu. On va dérisquer une partie de l'infrastructure parce qu'on a des risques de legacy techno importantes. Quand vous regardez, quand vous parlez avec n'importe quelle société qui a un rôle dans cette infrastructure de comment fonctionne leur technologie, il y a parfois des flous à des endroits. Et ça, c'est problématique. Ça ajoute une sorte de bombe à retardement. Et le fait de réécrire la chaîne, de partir sur des technos de 2023 plutôt que sur des
techno il y a 30 ans permet d'apporter de l'efficacité et réduire le risque cyber. Par rapport à ce que tu dis d'ailleurs, justement, c'est une petite précision, mais qui est importante d'être donnée, par rapport à la capitalisation maximum qu'on peut retrouver sur les différents DLT, il y a deux stratégies qui doivent être mises en place par les exploitants. C'est une stratégie de diminution de la capitalisation qui devra intervenir si la capitalisation atteint les 9 milliards. Et une autre stratégie, certainement très importante, qui est la stratégie de sortie du DLT. Si jamais l'exploitant perd une exemption, perd son droit d'exploitation. Donc, c'est deux stratégies qu'il faut mettre en place au niveau des exploitants, avec notamment pour les nouveaux entrants la difficulté, peut-être, oui, c'est une difficulté supplémentaire de devoir nouer des partenariats avec des marchés traditionnels pour avoir cette porte de sortie que les exploitants déjà intégrés dans le marché ont déjà. Tout à fait. Ce qu'on prendre en compte au moment du dépôt de dossier, c'est quelle est cette stratégie si le DLT pilote régime venait à disparaître, parce que vous retrouvez être un acteur qui opère sur une infra complètement différente, avec des émetteurs qui ne sont plus chez vous, et quid de la transition. Donc, on espère avec Stéphane que ça n'arrive jamais à avoir à mettre en œuvre cette stratégie, mais on comprend pourquoi l'Europe le demande. Et oui, il faut se demander, je donne un use case, si on est DLT TSS, donc infrastructure unifiée, si au bout du DLT pilote régime, ce règlement venait à disparaître, ce statut de DLT de marché unifié disparaîtrait également. Et donc, vous allez devoir choisir une majeure. Est-ce que vous voulez rester MTF ou rester CSD? Et à ce titre, si vous restez MTF, il va falloir trouver un CSD. Mais comme vous êtes avec un autre CSD et donc vous ne pouvez pas opérer un DDP instantané, il va aussi falloir mettre au milieu une chambre de composition. Donc, bon, c'est pas simple, il faut évidemment y répondre. Mais ça, on aura aussi tout le plaisir pendant ces 6 prochaines années de s'y préparer et faire en sorte surtout que ça n'arrive jamais, puisque c'est bien notre objectif, c'est d'avoir une pérennisation de ce règlement européen. Oui. Et c'est vrai que peut-être pour encore plus expliquer, parce que souvent c'est mal compris un petit peu ce qu'est le régime pilote et la raison de ce qu'il est, même, et ce que tu as très bien dit, Marc, c'est-à-dire que c'est la première fois qu'il y a une sorte de sandbox au niveau européen qui est adopté, c'est du jamais vu philosophiquement dans l'Union européenne. Alors ça peut être le cas dans des pays anglo-saxons, Hong Kong, Singapour, UK, les US avec les No Action Letters ont déjà l'habitude de ce genre de setup. Au sein de l'Union européenne, c'était totalement du jamais vu. Et peut-être on peut se poser la question, pourquoi est-ce que pour les nouveaux types de cryptoactifs, on a fait un règlement européen qui a inscrit dans le dur des règles qui vont marquer pour des décennies, peut-être avec les évolutions comme pour MIF de MiCA 1, MiCA 2, MiCA 3, ces nouveaux acteurs régulés. Et pourquoi pour le régime pilote, on a fait ce régime qui est un peu intermédiaire. Il faut voir que sur le MiCA, finalement, on est dans un régime de no legacy. Donc finalement, il y a une sorte de copier-coller de réglementation financière qui a été mis dans le marbre, alors que pour le régime pilote, pour les acteurs européens, c'était plus une inconnue. C'est à la fois un risque, c'est-à-dire de dire, là, vous touchez pas seulement à des nouveaux types de cryptoactifs, vous touchez au cœur des instruments de financement de l'économie, les actions, les obligations, les fonds d'investissement. Vous touchez au fond du financement de l'économie. En plus, vous touchez à la patte cash, wholesale, potentiellement à la monnaie banque centrale. Donc, il est beaucoup trop tôt pour nous, vu que c'est quelque chose sur lequel on voit qu'il y a une tendance, mais sur lequel on a besoin d'affirmer notre position. Il est beaucoup trop tôt pour nous, pour la Commission européenne par exemple, de modifier les réglementations sur les infras de marché qui sont tellement structurantes pour le financement de l'économie qu'il faudrait vraiment un argumentaire chiffré et qui du coup nécessite des expérimentations. Et d'un autre côté, ils avaient bien identifié que le cadre actuel avait des frictions entre comment pouvait fonctionner le traitement des données, notamment par des comptes titres de l'information sur telle ou telle position, et le fonctionnement nativement distribué d'une blockchain. Et donc, c'est vrai que finalement, le régime pilote est un bac à sable, oui et non, parce qu'en fait, c'est un règlement européen. C'est-à-dire que contrairement, par exemple, au bac à sable UK, qui est très bancal parce qu'il est soumis aux aléas des évolutions réglementaires, il est totalement soumis au bon vouloir du FCA ou autre, là, on est dans la réglementation dure de niveau 1. C'est même pas une directive, c'est-à-dire que c'est une application de niveau 1 avec les définitions qui sont adaptées par tous les pays européens sans possibilité de négociation et de fluctuation. Et en plus, avec une approbation qui est aussi sous la
sous le regard d'approbation in fine quand même de l'ESMA. Donc finalement, il va y avoir un risque de forum shopping dans les autorisations qui va être diminué par le fait que justement la Commission européenne et l'ESMA, comme régulateur européen, vont permettre d'avoir quand même des standards assez communs entre les États membres pour autoriser des projets à expérimenter sur les marchés financiers. Mais du coup, c'est vrai que ce régime pilote, il est un peu hybride dans la mesure où c'est un bac à sable, mais en même temps beaucoup plus fort, beaucoup plus résilient qu'un bac à sable, parce que c'est des définitions dans le dur d'un règlement européen. Et en même temps, c'est vrai que même s'il est momentané dans le temps, avec un calendrier qui peut être de 3 ans pour le cadre lui-même, mais l'approbation peut être jusqu'à 6 années, néanmoins, c'est vrai que ce cadre, très vraisemblablement, il va très vite évoluer. C'est-à-dire que la Commission européenne ne pouvait pas inscrire dans le marbre une sandbox pour 20 ans. Et donc, pour eux, politiquement, finalement, la question était qu'est-ce qui va être acceptable par le Parlement européen comme premier calendrier pour créer le régime pilote et après, en fonction des projets, s'il y a des projets sérieux, de développer à la fois les seuils et le calendrier. Et là, c'est très clair aux yeux de la Commission européenne notamment et même du Conseil que si jamais, et on l'espère, les projets sérieux s'accumulent sur le régime pilote, que ça pousse politiquement les institutions européennes à dire voilà, des acteurs industriels se construisent, on a un levier, on va voir le Parlement européen et on leur dit là, c'est pas juste théorique, la blockchain c'est bien, on a des acteurs qui dépensent des millions sur le régime pilote, il faut pérenniser et il faut aller bien plus en avant. Et si je peux ajouter, tu as bien raison, c'est un règlement, ce n'est pas une directive, donc c'est d'application directe. À ce propos, il y a 2 jours à l'Assemblée nationale, il y a eu des amendements qui ont été votés en France à ce sujet pour adapter le droit français au DLT pilote régime. Donc c'est tout récent, vous voyez, ça a été voté il y a 2 jours dans la loi d'Adieu. Bon, il n'y a pas énormément de changements. Il y en a un majeur, c'est les droits des titres français avec des petites inadaptations, des choses à corriger pour permettre une vraie tokenisation des instruments financiers cotés. Vous savez, en France, on a un droit des titres un peu différent de certains autres pays européens. Donc, on a des titres au porteur, on a des titres au nominatif pur et des titres au nominatif administré. Et c'est vrai que dans le cadre d'une infrastructure de marché tokenisée, ces notions qui, on comprend tout l'intérêt dans le système aujourd'hui, avaient, on va dire, plus de mal à s'imbriquer. Et donc, suite aux travaux du HCJP qui ont été faits l'année dernière, il y a une adaptation du titre au porteur qui permet de faire rentrer le titre au porteur dans ces infrastructures de marché unifiées. Donc ça a été voté et maintenant la France est prête au DLT pilote régime pour mars prochain. Et donc pour les premiers dossiers qui vont être déposés auprès soit de l'AMF, soit de la CPR, selon le statut qui va être demandé. Peut-être un point, c'est vrai que le sujet c'était également MiCA, juste pour dire quelques mots dessus. En France, on a un régime PSAN, donc avec un enregistrement obligatoire et un agrément optionnel. Alors, il y a eu beaucoup de discussions ces derniers temps suite au Sénat et à l'Assemblée nationale. Est-ce que l'agrément devrait devenir obligatoire? Donc non, il va rester optionnel. Par contre, l'enregistrement va être renforcé. Alors, qu'est-ce qu'un enregistrement aujourd'hui? Un PSAN, nous, Krypton, on est PSAN. On est enregistré auprès de l'AMF sur avis conforme de la CPR, toutes nos procédures LCBFT. Donc, on s'assurer qu'on applique bien la 5e directive AML. L'agrément va beaucoup plus loin. L'agrément PSAN, c'est aussi des règles de marché. Donc, ça a été beaucoup plus inspiré de MIF 2 et on va rajouter à cette obligation LCBFT des règles de conflit d'intérêt, des règles d'anti-manipulation pour des procédures internes. Et ça, c'est quelque chose qui aujourd'hui est optionnel. C'est optionnel. Il y a eu des dossiers, des demandes d'agrément qui ont été déposées, mais il n'y a eu aucun acteur aujourd'hui agréé en France en tant que PSAN, pour plein de raisons. Je pense que je mettrai beaucoup plus que les 15 minutes récentes pour y répondre. Mais MiCA, c'est vraiment un agrément obligatoire et MiCA va être imposé. Donc, tous les PSAN enregistrés vont devoir passer à l'agrément MiCA. Ils vont avoir 18 mois de plus en France pour le faire, puisqu'il y a ce qu'on appelle une clause de grand-père, même si ce n'est pas exactement une clause de grand-père, mais qui leur permet d'avoir du temps. Et donc, ils vont devoir passer à la MiCA et donc appliquer toutes ces procédures. Et cette réponse, on peut dire, de MiCA, c'est pour apporter comment dire, consolider les acteurs contre des choses qui vont plus arriver, notamment FTX, qui n'est pas du tout européen, et donc MiCA ne s'appliquera pas, mais en se disant le risque LCBFT n'est pas le seul risque que fait courir un acteur, un crypto exchange régulé. Et donc, des règles comme MiCA permettent de contenir ces risques-là. Et ça, c'est important et ça va arriver d'ici 2 ans en France.
on va avoir les premiers acteurs agréés sans zone. Avec la volonté aussi pour MiCA d'uniformiser toute la réglementation au niveau européen. C'est-à-dire qu'à l'heure actuelle, on a une énorme fragmentation parce que chaque nation veut créer sa réglementation. Et donc, il y a vraiment une volonté d'avoir une seule et unique réglementation pour l'ensemble de l'Union. Stéphane, est-ce que tu as quelque chose à nous dire sur MiCA? Je sais que c'est la régulation, c'est ton domaine. En fait, c'est vrai que si on voit, par exemple, l'Institut international, le BIS, qui est la banque des règlements internationaux, qui est une sorte de banque centrale des banques centrales, a publié une étude assez intéressante sur les options qui s'offrent à des pays pour réguler les cryptoactifs. Quand on parle cryptoactifs, eux, ils entendent surtout ceux qui ne sont pas des instruments financiers. Donc, ils disent qu'il y a soit la possibilité de l'interdiction, soit de l'encadrement, un peu MiCA, soit de l'isolement ou de la placardisation, entre guillemets, par rapport au financement de l'économie perçu comme traditionnel. Et donc, c'est vrai que dans ces trois options, on voit que l'interdiction, notamment en Chine, elle amène au contournement et elle n'est fondamentalement pas dans la philosophie libérale de l'Union européenne. L'isolement non plus, parce que l'Union européenne se veut une région d'innovation. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle à la fois MiCA et le régime pilote ont été finalement impulsés dans le cadre d'un projet plus global de finance digitale de la Commission européenne. Et donc finalement, MiCA, là où c'est vraiment très très intéressant, c'est que c'est quelque part le GDPR du Web3. C'est-à-dire que MiCA, c'est vraiment la première réforme qui donne une véritable sécurité juridique et un cadre réglementaire pour à la fois l'émission de ces différents types de cryptoactifs qui ne sont pas des instruments financiers, mais aussi pour les services régulés sur ces actifs. Donc c'est vrai que alors qu'aux États-Unis, au niveau fédéral, il y a un blocage politique qui est fort, l'Union européenne, je pense, a eu raison d'en jouer quelque part en étant les premiers à poser des jalons très structurants avec quand même cette taille de l'Union européenne de plusieurs centaines de millions d'habitants et de maximiser aussi, ce qui est assez intéressant, les efforts d'extraterritorialité, un peu là aussi sur le modèle un peu de GDPR, et puis de ce qu'a l'habitude de faire aussi quelques réglementations ou quelques décisions de régulateurs américains. Et donc c'est vrai, comme l'ont dit Marc et Pierre, en France, il y avait ce cadre français PSAN qui était précurseur, qui a beaucoup influencé la rédaction de MiCA, mais cette absence de passporting au niveau européen de cette approval par l'AMF et aussi par la CIPER sur le côté anti-blanchiment, limiter le fait d'avoir un accès au réel marché européen. Donc on voit, c'est-à-dire qu'il y avait une sorte de forum shopping, même des gros acteurs crypto, demander un truc en Lituanie, un truc en Irlande, un truc en Italie, un truc un peu en France, mais c'était pas agrégé, il n'y avait pas un accès au marché européen et donc ça limitait le fait, même pour des acteurs français, de se développer fortement. Et donc c'est vrai que ce qui est intéressant là, c'est que on a une réglementation française qui est assez intéressante sur laquelle on peut leverager. Et donc, vu que PSAN a été fait en prévision de MiCA, c'est vrai que c'est le seul pays qui est déjà quasiment dans son droit national ce que va être MiCA. Et donc, c'est vrai que ça peut être très intéressant pour beaucoup d'acteurs de devenir PSAN, potentiellement même agréé PSAN, pour se mettre déjà à l'échelle de cette future réglementation MiCA et pour se préparer justement à ces services à l'échelle européenne. Et comme il reste 10 minutes, vous voulez qu'on passe aux questions-réponses? On peut passer aux questions, ouais, pour avoir le temps d'y répondre. Il y en avait une. Tu les vois passer? Moi, je les vois pas. Oui, il y en a une de Yann concernant le régime pilote DLT qui est pour le monde du côté, quid du non-côté, l'ordonnance blockchain reste-t-elle en vigueur et quid du marché secondaire sur le non-côté actuel. Donc, l'ordonnance blockchain reste en vigueur, hein. Le DLT pilote régime va juste toucher le monde du côté. Donc, déjà, quelle est la différence entre côté et non-côté? C'est vrai que ça peut paraître intuitif, mais ça nécessite quand même une explication. Le monde du côté, en prenant une action, est considérée comme côté quand le registre des actionnaires n'est plus tenu par le président de la société, mais est tenu par le CSD. À ce titre, ça permet d'avoir des échanges sur des marchés dits organisés, dans MTF. Donc, quand on est coté, on peut avoir un carnet d'ordre qui va régir les échanges. Le non-coté, l'ordonnance blockchain ou tout le non-coté, ne peut pas avoir des échanges qui sont effectués avec un carnet d'ordre et dont le règlement livraison est opéré par des infrastructures aidantes. Ils peuvent au mieux utiliser ce qu'on appelle un bulletin de board, un carnet d'affichage. Il y a un papier que l'ESMA a sorti en 2021 sur le sujet. Quelle est la différence entre un bulletin de board et un carnet d'ordre et quelles sont les limites qui font passer dans une case ou dans l'autre? C'est notamment le fait que dans un bulletin de board, vous devez afficher les intentions
acheteuses et vendeuses, c'est comme des annonces, et les acteurs eux-mêmes procèdent à la vente et l'achat entre eux sans passer par l'infrastructure. Par exemple, si vous voulez opérer un bulletin de bord sur mon côté, vous avez une personne qui veut vendre une action d'une société de mon côté, elle va dire je vais vendre une action de cette société à ce prix-là, et quelqu'un va devoir se connecter sur le carnet d'annonces, se dire ah bah, pourquoi pas, je peux l'acheter, va cliquer dessus, va contacter directement le vendeur. Et le règlement de livraison ne va pas être opéré par la plateforme sans aide de la plateforme, et elle va avoir lieu avec des CERFA un peu classiques. Et ça, on peut le faire aujourd'hui, et ça restera possible, que ce soit avec l'ordonnance blockchain ou sans. Mais dès qu'on veut passer sur quelque chose où on va faire rencontrer automatiquement l'offre et la demande, il va y avoir une exécution, il y a un règlement de livraison qui va être opéré avec une aide d'une infrastructure, on est obligatoirement dans le même côté. Et ça, ça ne sera pas possible de le faire dans le même côté, que ce soit avec ou sans l'ordonnance blockchain et le DLT Pilot Regime. Je ne sais pas si ça répond à votre question, Yann, et s'il y a d'autres questions. Merci à tous pour ces interventions brillantes et à très bientôt. Au revoir. Merci. Merci, au revoir.